C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je déclare ouverte maintenant cette Assemblée générale de la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Et sans tarder, je vais proposer à notre directrice générale, à Isabelle Ferrand, de venir nous rejoindre. Cette Assemblée générale a un caractère un peu particulier. Nous l'avons placée cette année sous le signe de l'année internationale des coopératives, un événement qui est porté, vous le savez, par les Nations Unies. Pourquoi ? Parce que c'est une reconnaissance du rôle essentiel de nos organisations coopératives, notamment en matière de développement durable, et nous y sommes très attachés. À cette occasion, nous allons dans quelques instants mettre en évidence la flamme coopérative. Alors, nos valeurs coopératives sont essentielles et clairement, elles animent notre action. Et elle nous guide également au quotidien. Notre gouvernance est démocratique avec le souci de former nos membres et plus particulièrement nos administrateurs. Nos résultats sont réinvestis pour notre collectif. L'autonomie de chacun est garantie. Et puis nous avons l'ambition de transformer la société. En Crédit Mutuel, nos valeurs coopératives se déclinent, vous le savez, autour de nos valeurs fondatrices, de liberté, de responsabilité et de solidarité. C'est plus qu'un héritage, cela nous fixe un certain nombre d'exigences, et notamment celle de rester toujours fidèle à notre modèle, tout en le réinventant constamment pour répondre tout simplement aux défis qui sont ceux d'aujourd'hui. Je vous propose qu'avec Isabelle, nous hissions ce symbole de la flamme coopérative. Ready? Ready. Je vous ai déjà salué collectivement, mais je voudrais saluer tout particulièrement notre président d'honneur, Étienne Flimelin, et l'ensemble des présidents des 19 fédérations de Crédit Mutuel qui sont présents ou représentés aujourd'hui. Je souhaite à ce stade, remercier l'ensemble de nos 87 105 collaboratrices et collaborateurs et nos plus de 20 000 élus mutualistes pour leur engagement tout au long de l'année 2024. Je veux rendre hommage aussi aux membres du comité de groupe qui sont présents aujourd'hui et plus largement aux représentants des salariés. Je voudrais également accueillir les nouveaux directeurs généraux qui ont pris leurs fonctions depuis l'Assemblée générale 2024. L'œuvre mutualiste est vraiment collective. Elle s'écrit dans chacune de nos caisses locales de Crédit Mutuel, dans chacune de nos fédérations de Crédit Mutuel et bien entendu à la Confédération nationale, qui est placée par la loi en tant qu'organe central en tête du groupe. Le Crédit Mutuel est coordonné et défendu au niveau national et international par cet organe central. Sans confédération, il n'y aurait pas de Crédit Mutuel. Nous devons tous continuer à aimer, à soutenir notre organe central et à lui donner tous les moyens pour qu'il puisse au mieux exercer ses missions. La confédération a finalement des missions qui sont des missions de contrôle, notamment d'être l'interlocuteur de nos autorités, de résolution, de supervision, de réglementation, mais la Confédération est également le garant de l'unité, de la diversité et de l'efficacité du Crédit Mutuel. Je veux vous dire comment votre rôle est essentiel pour protéger notre groupe, soutenir notre développement et également continuer à mettre en avant notre modèle. Nous en arrivons maintenant à un moment essentiel, puisque c'est la partie vraiment statutaire de l'Assemblée générale. Je rappelle que le Conseil d'administration a appelé l'Assemblée à se prononcer sur 11 résolutions. La totalité des résolutions ont été adoptées à l'unanimité. Nos comptes consolidés et sociaux sont donc approuvés, de même que les résolutions relatives à la composition du Conseil et le montant des indemnités compensatrices.
Quel plaisir de vous recevoir pour un si bel événement, l'année internationale des coopératives, assortie d'un message fort. Les coopératives construisent un monde meilleur. L'ONU reconnaît la force de notre modèle coopératif. Pour elle, il représente l'alternative permettant de surmonter tous les défis mondiaux et notamment celui de contribuer à la paix. Cependant, nous passons un temps considérable à faire comprendre et à défendre notre modèle auprès de nos chères autorités. Alors, nous avons non seulement des principes, mais en plus, notre modèle mutualiste fonctionne. Cette année, il me paraissait en fait intéressant de commenter deux agrégats, le produit net bancaire et le coût du risque. Le PNB progresse sur ses trois principales composantes, marge d'intérêt, commission et assurance. La marge d'intérêt a été, cette année encore, particulièrement chahutée par le contexte des taux. La variation positive provient des opérations interbancaires et avec les banques centrales. Second élément de notre compte de résultats que je souhaitais commenter, le coût du risque. Pour la première fois depuis l'application des normes IFRS, le coût du risque progresse à part égale sur le risque avéré et sur le risque non avéré, et ce de manière extrêmement significative. Quels ont été les autres points d'activité de votre organe central en 2024? Deux méritent d'être soulignés, car ils ont la particularité d'être transverses entre plusieurs directions confédérales et d'avoir un lien très fort avec les groupes régionaux et avec les équipes informatiques. Il s'agit du chantier BAL4 et du chantier qualité des données. Vous voyez clairement que les actions de lobbying ont permis de limiter les répercussions de ces nouvelles règles. Elles ont été par ailleurs, il faut le dire, largement anticipées par les missions de la Banque centrale européenne. Le second chantier, impliquant quasiment toutes les directions et les groupes régionaux, concerne la qualité des données. Il s'agit d'un projet titanesque. Par ailleurs, nous avons réalisé la poursuite de notre plan à moyen terme. J'évoquerai trois thèmes aujourd'hui. Le premier, la co-construction. Le second thème que je voulais aborder aujourd'hui, notre rôle de phare. Nous avons poursuivi l'accentuation des actions de lobbying et cette mobilisation a permis de rencontrer certains succès. Le troisième thème concerne la thématique RH. Ont été traitées particulièrement les pratiques managériales avec des ateliers de formation sur le feedback et une charte de bonnes pratiques en la matière. Enfin, en fil rouge, l'organe central et les groupes régionaux doivent veiller à ce que les relations entre les équipes gardent comme maître mot écoute et bienveillance. Si je pouvais formuler deux vœux pour le futur, ce serait que notre groupe poursuive sa trajectoire et montre la voie d'un mutualisme éclairé, et que notre unité, sans oublier notre pluralité, soit un atout et une réponse pragmatique dans ce monde fracturé. La Confédération doit pour sa part poursuivre sa trajectoire en trouvant l'équilibre entre son rôle d'organe central et ses autres missions. Ceci afin de pouvoir relever tous les défis à venir dans l'intérêt de tous. Dans cette intervention, je vais vous parler de la gestion des risques. Le premier point, c'est le monde dans lequel nous vivons, un monde que je qualifierais de chaotique et d'incertain, et dans lequel le niveau d'incertitude me semble s'être fortement accru. Les acteurs économiques n'aiment pas l'incertitude, les marchés financiers, c'est de l'agrégation d'un certain nombre d'acteurs économiques, et on est face à un gros problème d'imprévisibilité.
Alors, même si tout ça est difficile à lire, il y a un certain nombre d'orientations qui se dégagent. Évidemment, la première, c'est que la croissance mondiale va en pâtir. Deuxièmement, un risque d'inflation. L'inflation est perturbante pour tout le monde. Elle n'est pas étrangère aux défaillances d'entreprises. Et puis, elle est surtout dangereuse et pénalisante pour les plus pauvres d'entre nous et parmi nos sociétaires. Qui dit inflation dit risque de hausse des taux. Et puis, un dernier point qui va plus loin. Quand on parle de hausse de l'incertitude, c'est aussi baisse de la prévisibilité, baisse de la crédibilité d'un certain nombre de grands pays, et en particulier les États-Unis. La puissance qui était garante de l'ordre mondial dit il n'y a plus besoin d'ordre mondial, on va remplacer ça par des deals, mais les deals ne rassurent absolument pas, ils ne remplacent pas les alliances, et donc on se retrouve face à un monde qui effectivement se fragmente et se fracture, avec des questions nouvelles. Et puis j'ajoute autre chose, qui est que par rapport à nos raisonnements économiques, à nos scénarios, c'est qu'il faut maintenant raisonner avec plusieurs scénarios. Au-delà, c'est un moment qui peut être un moment vraiment de réveil pour l'Europe. L'Europe, et elle a commencé à le montrer justement en matière de sécurité et de défense, l'Europe est capable de se réveiller, de réagir à cet électrochoc et de se mettre en ordre de marche. En matière de souveraineté, je pense que c'est vraiment le moment de penser, de parler, d'agir pour la souveraineté, qu'elle soit énergétique, technologique, numérique, alimentaire, et pour le crédit mutuel avec toutes nos composantes, compte tenu de notre taille, compte tenu de notre ancrage français européen. C'est vraiment l'enjeu de l'épargne, de l'investissement dans ce domaine. C'est aussi l'occasion de se reposer les bonnes questions en matière de finances durables. Rien ne remettra en cause notre engagement, notamment face à l'urgence climatique. Alors j'en viens rapidement au rôle de la Confédération. J'ai confiance dans notre capacité à gérer nos risques traditionnels, je dirais, du secteur bancaire, de taux, de liquidité, de crédit, de solvabilité, et à le faire dans un monde de chocs et de scénarios, encore une fois, multiples et incertains, mais ne pas oublier qu'il y a aussi des nouveaux risques. Ils se ramifient, ils se diversifient. Risque informatique, risque cyber, risque de blackout électrique, peut-être de non-maîtrise des intelligences artificielles qu'on aurait créées, risque opérationnel d'une manière générale plus élevé qu'avant. Tout ça nous oblige non pas seulement à faire du reporting pour la BCE, mais à être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus agile, beaucoup plus dans l'anticipation qu'on était avant. Ça implique à être évidemment sans défaut par rapport à nos rapports avec la Confédération. Je parle aux groupes régionaux que nous sommes aussi. Évidemment qu'on est là pour aider et assister la Confédération, et sans quoi on serait évidemment collectivement en défaut vis-à-vis du superviseur. C'est au niveau des groupes régionaux, banque de plein exercice, que les groupes sont responsables de la gestion stratégique de leurs risques dans le cadre du cadre d'appétence au risque national qui est de toute façon co-construit et voté par toutes nos instances et en permettant à l'organe central de jouer son rôle. On va essayer de se demander ensemble si le modèle coopératif est une utopie ou bien une réelle solution pour l'avenir. Thierry Blandinière, en quoi, selon vous, le modèle coopératif d'Invivo a-t-il permis de surmonter, notamment, c'est un exemple, la crise Covid en 2020 ? Tout le monde s'est parlé et tout le monde a dit il faut qu'ensemble, on soit en capacité de faire marcher la filière agroalimentaire. Les agriculteurs qui se sont mobilisés, c'est les coopératives qui sont rassemblées, ils ont fait que on était les agriculteurs dans les champs à produire, à collecter, à transformer les produits pour les mettre dans les rayons. Et ça, je crois que c'est un message très fort qui a été passé aux Français qui avaient oublié qu'ils avaient une agriculture et un système agroalimentaire. Le système coopératif, vraiment, s'est mis en avant et en lumière pendant cette crise-là. Et nous, Invivo, du coup, on s'est dit c'est une formidable opportunité pour continuer à grandir. C'est dans les crises qu'on commence à grandir. Comment les banques coopératives ont-elles, selon vous, amorti les chocs économiques récents pour les acteurs locaux ? On a une grande force, c'est notre ancrage territorial dans l'Association européenne des banques coopératives. Donc, c'est 17 membres qui représentent 90 millions de sociétaires. Cet ancrage territorial nous permet à la fois, je pense, de détecter les signaux faibles de l'apparition des crises à l'échelle fine, à la maille fine, et en même temps de pouvoir avoir notre intégration dans les communautés, dans les écosystèmes, d'avoir les bonnes solutions au bon moment, de pouvoir savoir ce qui convient. Comment conciliez-vous aujourd'hui performance économique et utilité sociale dans une scope à mission ? Dès l'origine,
notre projet coopératif, une société détenue par ses salariés. Notre projet économique a été basé sur un projet d'utilité sociale. Nous avons souhaité aller plus loin, justement en devenant entreprise à mission, parce que l'utilité sociale, c'était fondamental, mais il y avait ensuite l'engagement, l'utilité sociétale et environnementale. Et nous avons pensé en 2023 qu'en devenant entreprise à mission, on pouvait rajouter à notre dispositif de coopérative de salariés, la démocratie, le partage de la valeur, le dialogue social. Si je vous demandais de me citer un exemple d'innovation sociale concrète ayant eu un impact local, qu'est-ce que vous me diriez ? Nous sommes à l'origine de ce qui a été le titre emploi-service qui a donné lieu ensuite au CESU. C'est nous qui avons agi auprès des pouvoirs publics en tant que petite coopérative pour faire en sorte que les salariés dans l'entreprise puissent accéder à des titres sociaux pour leur quotidien. Le fait de passer du papier à la digitalisation a fait qu'aujourd'hui, nous travaillons sur le terrain. Notre ancrage territorial nous permet de pouvoir proposer des expérimentations avec le digital, en particulier en proposant d'affecter une partie, grâce à partir de supports digitaux, d'orienter la consommation des salariés qui utilisent nos produits en privilégiant plutôt une consommation responsable et durable. Donc c'est aussi une façon finalement d'adapter la technologie à de l'innovation sociale. Comment, selon vous, le modèle coopératif contribue-t-il à un développement de l'innovation au sein du monde de l'ESS ? On est persuadé que l'ESS est un modèle d'avenir, alors que souvent on l'a présenté comme un modèle du passé. Nous, on est persuadé que le mutualisme, la coopération sont des éléments fondamentaux pour préparer l'avenir, parce que ce sont des modèles résilients. Et pour cela, nous travaillons à l'intercoopération. Il y a une troisième voie de l'agriculture possible, qui est durable, compétitive. Ça veut dire s'engager dans une nouvelle agriculture, qu'on appelle régénératrice, autant que faire se peut, avec d'autres partenaires, sécuriser le revenu de l'agriculteur qui s'engage dans ce type de transformation. On est vraiment au début de ce changement, mais il y a une prise de conscience très forte des agriculteurs qui veulent s'engager dans cette grande transition. Et à l'instant, on trouve des moyens de sécuriser effectivement ce changement. Et donc ça, c'est bien de le faire savoir à l'opinion publique. Donc l'agriculture est en mouvement. On peut régler l'équation, produire plus, mieux et durable. Transformer les contraintes en opportunités. Votre analyse, Priscille, quel rôle particulier peuvent jouer les banques, justement les banques coopératives, dans ce financement de l'innovation ? D'abord, les banques sont de manière générale des entreprises technologiques et d'innovation en soi. Elles amènent la technologie à leurs clients, elles leur en font bénéficier. Et les banques coopératives ont un système où elles ne rémunèrent pas d'actionnaires et donc peuvent davantage investir dans les frais généraux qui servent notamment à financer l'innovation en leur sein. Et deux autres éléments qui nous permettent d'être pertinents dans le financement de l'innovation, l'ancrage territorial toujours, la proximité des acteurs pour être au plus près du terrain, l'innovation. Et troisièmement, la possibilité d'investir sur le temps long. Et donc un retour sur investissement qui peut se faire dans un temps un peu plus long, ce qui est nécessaire dans certains domaines de l'innovation. Intéressons-nous maintenant à l'internationalisation et la gouvernance coopérative. Priscille, malgré les différences culturelles, quels traits communs observez-vous dans la mise en œuvre du modèle coopératif à l'échelle européenne cette fois? Peut-être prendre la question un peu à l'envers sur le socle qui fait que sans respecter ces principes, on ne peut pas être banque coopérative mutualiste. Pour le mutualisme, le mécanisme de solidarité. Donc ça, c'est le socle qui est quand même déjà assez fort, assez important, que doivent respecter ces banques pour avoir le statut. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a un socle qui est basé sur des principes, sur des objectifs, et qui nous permet d'être libres sur le chemin pour atteindre ces objectifs. Et il y a deux grandes manières aujourd'hui de le faire en Europe qui sont extrêmement différentes. Vous avez une manière plus dite centralisée, avec un organe central, et vous avez un choix d'un réseau très décentralisé qu'on appelle les IPS. Et donc c'est un mécanisme de solidarité qui n'a pas un organe central pour le gérer, ni pour assurer une consolidation. Peut-être rappelez-nous les forces et les faiblesses de ce modèle coopératif, dans le dialogue notamment avec les autorités, c'est quelque chose. Il me semble qu'on a des forces, notamment parce qu'on poursuit l'intérêt collectif, quand les autorités poursuivent l'intérêt général, on a des forces pour pouvoir parler avec franchise et avec transparence avec les autorités. On a cette flamme coopérative qui montre qu'au niveau international, la plus haute instance internationale soutient le modèle coopératif et l'encourage. Je pense que notre principale force, c'est nos chiffres,
qui démontre notre résilience, qui démontre notre solidité face aux crises. Donc vous l'avez compris, le modèle coopératif n'est pas une utopie, c'est bien une solution pour notre avenir. Je veux encore une fois remercier, féliciter chaleureusement chacun d'entre vous. Félicitations et remerciements à l'ensemble des administratrices et administrateurs des fédérations, de la Confédération qui est la maison commune de l'ensemble des fédérations et notre organe central. C'est une entité de tête, elle est importante et je veux dire qu'en tant que président confédéral, je suis aujourd'hui heureux. Cela a été rappelé, le Crédit Mutuel est un groupe soucieux de l'efficacité collective, respectueux des autonomies, attaché aux emplois répartis sur tout le territoire. Je réaffirme évidemment avec force que nous devons respecter l'identité de chaque fédération, d'autant plus que je suis vraiment convaincu que la diversité renforce tout simplement l'efficacité du Crédit Mutuel. Le sens de notre mutualisme, c'est l'engagement, la performance, la solidarité, l'inclusion. Des mots qui finalement doivent nous emmener vers l'autre, doivent nous emmener vers la société. Et plus que des mots, ce sont des valeurs extrêmement fortes qui nous guident. Notre mutualisme repose tout simplement sur l'intérêt de la société, servir nos sociétaires, servir la société. Aujourd'hui, beaucoup de nos sociétaires et clients souffrent. Nous devons absolument continuer à les accompagner évidemment dans leurs difficultés, mais également dans leurs projets. Ils ont besoin de nous. Beaucoup d'associations sont aujourd'hui particulièrement fragilisées par les choix budgétaires contraints faits par les pouvoirs publics. Nous devons évidemment les soutenir. Je veux d'ailleurs à cet égard saluer tout particulièrement la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture qui mène une action absolument formidable face à un fléau insupportable qui est celui de l'illettrisme qui concerne 1 500 000 personnes aujourd'hui en France. La politique est aussi devenue une source de perturbation. En France, d'abord, cette surtaxe de 400 millions d'euros, peut-être même un peu plus malheureusement, qui est une véritable taxe sur le Made in France. Évidemment, le Crédit Mutuel qui est exemplaire, puisqu'il refuse d'optimiser ses revenus dans des pays à fiscalité douce, sera lourdement handicapé. Nous nous sommes battus contre l'assiette de cette mesure. Nous estimons qu'elle est injuste, qu'elle est inefficace et contre-productive. Nous n'avons pas tout obtenu, mais nous avons quand même cru comprendre que cette surtaxe sera limitée à un seul exercice, alors qu'à l'origine, ça devait être sur 2 ans. L'Europe est certainement à un moment clé de son histoire. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'on parle de soutien à l'innovation, soutien à la compétitivité, nous sommes évidemment d'accord. Je garde le cap de Jacques Delors, la compétition qui stimule, la coopération qui renforce et la solidarité qui unit. Je voudrais prendre 3 illustrations sur lesquelles la Confédération et le groupement européen des banques coopératives sont pleinement immobilisés. Un grand quotidien économique national a écrit que j'ai trié l'euro numérique et FIDA. Mais comment peut-il en être autrement? L'objectif est parfaitement louable. Les Européens doivent pouvoir payer en euros de manière simple et sûre partout à travers l'Europe. Je note d'ailleurs que dans de nombreux pays comme la France, c'est évidemment déjà le cas. La solution existe. La solution européenne est déjà là. Elle doit simplement être perfectionnée par justement la coopération. Autre projet européen, porteur de risques énormes et de charges considérables, qui émane de la Commission européenne. FIDA, Financial Data Access, autrement dit l'Open Finance. Alors là, le prétexte, il est simple, c'est stimuler une concurrence. Pourtant, cette concurrence est déjà extrêmement vive en Europe. Et nous avons là un texte qui obligerait les banques et les assureurs européens à organiser tout simplement
leur propre hold-up des données par des entreprises étrangères. C'est quand même assez paradoxal puisque ce projet tourne le dos aux avancées du règlement général de protection des données, qui est une initiative européenne qui aujourd'hui est justement reconnue à travers le monde. Troisième sujet, les exigences prudentielles et les excès d'une supervision qui, avec Bâle III, affaiblissent la compétitivité européenne. À risque comparable, donc, les exigences de fonds propres sont bien plus élevées aujourd'hui en Europe continentale qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le Crédit Mutuel dispose d'une marge de sécurité confortable, largement au-delà des exigences réglementaires. Et c'est une question d'équité et de défense du rôle des acteurs bancaires européens et de leurs spécificités pour le développement de l'Europe, pour le développement de l'économie européenne. Nous ne pouvons pas, évidemment, laisser notre supervision mettre constamment en cause, en doute, la pertinence de notre modèle mutualiste et coopératif qui a largement fait ses preuves. Comme président confédéral, il est de ma mission de mobiliser toutes nos ressources pour que le Crédit Mutuel soit fort, soit efficace, avec un coaching confédéral, avec une dynamique et une faculté de contrôle renforcée, et cela tout simplement en exerçant son rôle d'organe central, tout simplement également en collaboration étroite avec l'ensemble des intervenants et notamment les groupes régionaux. Je sais que l'ensemble des composantes agissent aujourd'hui en ce sens. C'est le sens de l'intérêt, c'est le sens de l'intérêt collectif de tout le groupe Crédit Mutuel. La Confédération travaille au bénéfice des 19 fédérations de Crédit Mutuel, de toutes ses caisses, de ses filiales, et donc au bénéfice de tout le Crédit Mutuel, de ses sociétaires et de la société. Continuons à travailler dans le cadre des filières coordonnées, continuons à mettre en commun des moyens pour une collaboration franche entre les équipes et les entités sur le terrain. Et je rappelle que nous militons, que nous travaillons tous ensemble pour une organisation coordonnée, c'est-à-dire que tout le monde joue collectif et certainement pas pour une organisation centralisée. Je suis vraiment attaché à ce que les relations entre la Confédération et l'ensemble des partenaires se passent dans un cadre de tolérance, un cadre de bienveillance et un cadre de confiance. Être coopératif, c'est donc également savoir coopérer entre nous. Ça ne signifie pas qu'on va remettre en cause l'autonomie des uns et des autres, mais essayons d'aller un peu plus loin sans renoncer à nos spécificités ou à une liberté stratégique à laquelle, évidemment, nous sommes tous attachés. Le dernier sujet que je veux aborder concerne celui de la marque Crédit Mutuel. La marque est un élément très fort de notre réputation. Le conseil d'administration de la Confédération a chargé Éric Petitgand et le groupe Com confédéral qui l'anime d'ouvrir le chantier de la rénovation, de l'identité graphique et de l'architecture de la marque Crédit Mutuel. Et c'est un engagement que j'ai pris et que ceux qui le souhaitent puissent évidemment y ajouter une déclinaison géographique claire et harmonisée. Je voudrais également dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que je ne parle que de la marque Crédit Mutuel, je ne parle pas d'autres marques qui sont au sein du groupe Crédit Mutuel. Nous ne devons pas opposer une marque nationale à des identités régionales, bien au contraire, la force doit servir également, doit être un levier au service des territoires. En conclusion, je voudrais appeler à continuer à construire ensemble un Crédit Mutuel plus fort, plus utile, plus solide, plus solidaire. Pour cela, je voudrais que nous ayons 3 axes. Continuer à penser constamment aux intérêts à la fois de nos sociétaires et clients, de notre groupe et de la société dans son ensemble. Continuons à faire bouger les lignes, à innover et à forcer également les autres à bouger. Appuyons-nous fort sur ces belles valeurs coopératives et mutualistes pour renforcer encore notre performance collective, notre solidarité, notre collaboration autour de nos caisses locales, de nos fédérations et de la Confédération.
Le mutualisme, c'est à la fois un creuset d'engagement, un projet de développement et une expérience démocratique. Dans cette période un peu trouble que nous traversons, le Crédit Mutuel, autour de la Confédération, a un rôle essentiel à jouer. Et je suis sûr que nous le jouerons et que nous le jouerons bien. Je suis très confiant, je suis optimiste.